Salut tout le monde. 95% d'entre vous regardent nos vidéos sans être abonnés, et cela nous attriste. On change ça ensemble? Votre soutien est inestimable. Abonnez-vous. Bon visionnage. Il y a des moments dans la vie où le sol se dérobe sous vos pieds, non pas d'un coup franc, brutal, mais millimètre par millimètre, avec une lenteur si insidieuse que vous ne réalisez l'abîme qu'une fois déjà tombé, les pieds dans le vide et le cœur broyé. Pour moi, ce moment n'a pas commencé par un cri, ni par une confrontation explosive. Non. Il a débuté par un silence. Un silence qui n'était pas l'absence de bruit, mais l'absence d'une résonance que je croyais éternelle. L'absence de cette confiance mutuelle qui avait été le socle, le roc inébranlable de mon existence. Un silence pesant, tissé de doutes et d'inquiétudes qui, rétrospectivement, me glace encore le sang. J'avais 37 ans, un âge où l'on est censé avoir posé les jalons de sa vie, où l'on construit, pas où l'on déconstruit. Mon nom est Marc, et à cette époque, j'étais ce que l'on appelle, avec un mélange d'admiration et de condescendance, un entrepreneur. Plus précisément, un programmeur, un architecte logiciel, qui avait osé, un matin d'automne, quitter la sécurité d'un emploi bien rémunéré pour jeter toutes ses forces, toutes ses économies, toute sa foi dans une idée. Ma start-up, que j'avais baptisée Nexus IA, était ma cathédrale. Nous développions une intelligence artificielle capable d'optimiser des flux de données industrielles complexes, un domaine technique, aride pour le commun des mortels, mais pour moi, c'était de la poésie pure, de l'art fonctionnel. Je vivais à Lyon, dans un appartement haussmannien du 6e arrondissement, modeste au regard des standards du quartier, mais que nous avions, ma femme Sophie et moi, rénové avec nos propres mains et nos rires. Le parquet craquait sous nos pas, les moulures d'origine s'étiraient au plafond comme des arabesques oubliées, et la cheminée en marbre, jamais utilisée, servait de piédestal à quelques livres et bougies parfumées. C'était notre cocon, notre havre, un endroit où l'odeur du café matinal se mêlait aux effluves d'un code que j'avais laissé tourner toute la nuit. Mon bureau, souvent un chaos organisé de 2 écrans lumineux, de câbles enchevêtrés et de tasses à moitié vides, était le centre névralgique de mon univers. Je suis d'origine provinciale, élevé par des parents enseignants qui m'ont inculqué la valeur du travail et de la persévérance. Je n'avais pas hérité d'une fortune, seulement d'une éthique, d'une soif de créer et d'une curiosité insatiable pour la logique et les algorithmes. Sophie, elle, venait d'un tout autre monde. Sophie, mon épouse, la fille de Monsieur Dubois. Elle était le soleil de ma vie, une femme pétillante, avec un rire cristallin qui avait le pouvoir d'apaiser les plus grandes angoisses. Elle travaillait dans le marketing digital, un emploi stable, bien rémunéré, qui assurait l'essentiel de nos revenus pendant que ma start-up luttait pour survivre. Elle était mon pilier, celle qui, même dans les moments de doute les plus profonds, me regardait avec ses grands yeux verts et me disait « Vas-y Marc, je crois en toi ». Ce sont ces mots qui me portaient, ces mots qui, un temps, avaient été mon carburant. Notre routine quotidienne était un équilibre précaire entre la stabilité qu'elle représentait et le chaos organisé de ma vie d'entrepreneur. Chaque matin, le réveil sonnait à 6 heures, une heure sainte pour moi, car c'était celle où je pouvais plonger dans mes lignes de code avant que le monde ne s'éveille. J'aimais ces silences de l'aube, le clavier qui claquait doucement, la lumière bleutée des écrans dans l'obscurité. Puis, vers 7 heures, Sophie se levait, et le rituel commençait. L'odeur du café frais se mêlait à celle des tartines grillées. Nous partagions quelques minutes précieuses à la table de la cuisine, échangeant un sourire fatigué, un baiser rapide. « Bonne journée, mon amour », disait-elle. « Faisons de grandes choses », répondais-je, avec cette foi inébranlable du bâtisseur de rêves. Ma journée était une course effrénée. Réunion avec mon équipe, 2 jeunes programmeurs et une designer graphique, tous aussi passionnés et fauchés que moi, dans notre petit bureau partagé.
des appels avec d'éventuels investisseurs, souvent des échecs cuisants, des « c'est intéressant, mais revenez quand vous aurez fait vos preuves ». Des nuits passées à débugger, à optimiser, à rêver de la percée. C'était épuisant, mais la satisfaction de voir mon projet prendre forme, la joie de résoudre un problème technique complexe, l'excitation d'une nouvelle fonctionnalité qui fonctionnait, tout cela surpassait la fatigue. Je voyais Nexusia comme une extension de moi-même, un enfant que je nourrissais de mon temps, de mon énergie, de mon âme. N'est-ce pas ce que tout homme désire au fond de lui ? Laisser une trace, construire quelque chose de significatif ? Qu'aurais-tu fait à ma place ? Aurais-tu abandonné ton rêve pour la sécurité ? Pourtant, cette vie de passion et de privation contrastait fortement avec l'environnement de la famille de Sophie. Son père, Monsieur Dubois, était un industriel prospère, un homme d'affaires à l'ancienne, à la tête d'une entreprise de fabrication bien établie dans la région. Pour lui, le monde des startups était une abstraction, un château de cartes bâti sur du vent et des algorithmes incompréhensibles. Il mesurait la valeur d'un homme à la solidité de ses actifs, à la taille de son usine, à la tangibilité de ses profits. Mon monde, où la valeur résidait dans le code, dans la propriété intellectuelle, dans le potentiel futur, lui était étranger, voire méprisable. Dès nos premières rencontres, son dédain pour ma start-up et par extension pour ma personne fut patent. Les dîners de famille chez les Dubois étaient souvent des épreuves. La grande maison en pierre, le jardin impeccablement entretenu, la table dressée avec une précision militaire, tout respirait une opulence discrète mais écrasante. « Alors, Marc, comment va votre petite entreprise ?» lançait-il, son regard scrutateur et un sourire en coin, jamais bienveillant. « Est-ce que ça rapporte ?» Jamais il ne demandait si le projet était intéressant, si nous avions fait une avancée technique. Non. Toujours la même question, froide, chirurgicale. Est-ce que ça rapporte ? Comme si l'argent était la seule mesure de la valeur humaine. Ce regard, tu sais, celui qui traverse, qui te juge et te trouve insuffisant. Je le connais par cœur. Je tentais de répondre avec la passion qui m'animait. Nous sommes en phase d'amorçage, Monsieur Dubois. Nous développons un produit unique qui, je l'espère, révolutionnera la gestion des données industrielles. Le potentiel est énorme. Il haussait un sourcil, me coupait souvent avant la fin de ma phrase. Potentiel, potentiel. Le potentiel ne paie pas le loyer, jeune homme, ni la robe de ma fille. Sophie mérite mieux que l'incertitude. Ces mots, prononcés d'une voix grave et autoritaire, se posaient sur la table comme une épée tranchante, séparant Sophie de moi, le monde des sérieux du monde des rêveurs. Sophie, à ces moments-là, me jetait un regard d'excuse, une moue compatissante. Mais qu'aurais-tu fait ? Comment aurais-tu pu imaginer que cette petite fissure allait devenir un gouffre ? Au début, je voyais ces attaques comme les frustrations d'un homme d'une autre génération, incapable de comprendre la nouvelle économie. Sophie était toujours là pour adoucir les angles, pour me rassurer. Ne fais pas attention, Marc. Papa est vieux jeu. Il ne comprend rien à la tech. Il s'inquiète juste pour nous. Ces mots, à l'époque, étaient une source de réconfort, un baume sur les blessures d'ego. Je la croyais. Je l'aimais. Pourtant, avec le temps, le ton de Sophie a commencé à changer. Imperceptiblement d'abord, comme une mélodie légèrement désaccordée que l'on met sur le compte de la fatigue. Les petites remarques de son père, d'abord ignorées ou contredites par Sophie, ont commencé à être comprises par elle. Les premiers signaux d'alerte furent subtils, presque inaudibles, comme le grincement lointain d'une charnière rouillée dans une pièce silencieuse. Je me souviens d'une soirée, après une longue journée de codage intense. Nous étions affalés sur le canapé, épuisés, mais heureux de nous retrouver. Je lui racontais avec enthousiasme une avancée technique majeure que nous avions réalisée.
une percée qui nous rendait plus compétitifs. Je m'attendais à son sourire habituel, à son admiration. Au lieu de cela, elle a soupiré, un petit son étouffé, et a dit « C'est bien, Marc, mais est-ce que ça va nous permettre de partir en vacances cette année ?» Parce que papa disait qu'il faudrait peut-être que nous venions passer l'été à la maison de campagne, puisque... La phrase est restée en suspens, mais le sous-entendu était clair, puisque nous n'avions pas les moyens de nous offrir nos propres vacances. Ce n'était pas une accusation, mais ce n'était plus un soutien inconditionnel. C'était une balance qui penchait doucement, mais sûrement. Quelques semaines plus tard, notre vieille voiture, une citadine fatiguée que je chérissais pour sa robustesse, a rendu l'âme sur l'autoroute. Une panne majeure, irréparable. Le coût du remorquage, puis la nécessité d'en acheter une nouvelle, même d'occasion, ont frappé fort sur nos maigres économies. Sophie était bouleversée. Si tu avais un vrai salaire, Marc, un salaire stable, nous n'aurions pas ces problèmes. Nous n'aurions pas à nous inquiéter pour chaque imprévu. Ces mots claquaient, tendus par la panique. Elle avait raison, en partie. La start-up était une sangsue financière, je ne le niais pas. Mais ces mots, un vrai salaire, venaient tout droit de la bouche de son père, je les reconnaissais. Pour la première fois, j'ai senti une pointe d'amertume dans mon cœur. Une petite fissure, à peine perceptible, venait de se former. Connais-tu ce sentiment où une personne que tu aimes dit quelque chose qui sonne étrangement familier, mais qui n'est pas tout à fait d'elle? C'était ça. Les dîners chez Monsieur Dubois sont devenus de plus en plus lourds. Il n'a manqué jamais une occasion de me tailler un costume sur mesure, non pas avec des ciseaux, mais avec des mots. Marc, vous êtes un idéaliste, je le reconnais. Mais l'idéalisme, c'est comme un château de sable, une belle vague, et tout s'écroule. Et il regardait Sophie, comme pour qu'elle approuve. Et Sophie, qui autrefois riait ou me prenait la main sous la table, se contentait maintenant de baisser les yeux, ou de murmurer un vague « Papa », qui manquait cruellement de conviction. Je me souviens d'une conversation où il s'est lancé dans une diatribe sur les jeunes qui veulent tout de suite, sans se salir les mains dans l'industrie réelle. Il a terminé par « Ma fille, elle est pragmatique. Elle sait ce qui est bon pour elle. » C'était un message subliminal, mais je l'avais capté. Il s'adressait à elle, à travers moi, pour lui rappeler ce qu'elle méritait. Sophie, ce soir-là, était particulièrement silencieuse. Plus tard, en rentrant, j'ai tenté de la rassurer. « Ce n'est rien, mon amour, il est comme ça. » Elle s'est blottie contre moi, mais son corps était raide, tendu. « Je suis juste fatigué, Marc. Et puis, papa n'a pas tort sur tout. L'argent est important. La sécurité, c'est important. » Ces phrases, ces inflexions nouvelles dans sa voix, étaient comme de petites alertes rouges qui clignotaient dans mon esprit, mais que je choisissais d'ignorer, de rationaliser. C'était l'inquiétude, me disais-je, l'amour. Elle avait peur pour notre avenir, c'était tout à fait légitime. N'importe quelle femme aimerait la sécurité. Mon rôle était de la rassurer, de lui prouver que ma vision était la bonne. Je l'enveloppais dans mes bras, je lui promettais monts et merveilles, des succès futurs, une liberté financière totale une fois Nexus IA décollé. Patience, mon cœur, patience. Le meilleur est à venir. Je voyais son sourire, un peu contraint, mais un sourire quand même. Je m'accrochais à ce sourire comme un naufragé à une bouée. Cette période était une immersion lente, presque hypnotique, dans la subtilité du doute. Chaque jour, un nouveau petit caillou se glissait dans notre chaussure. Quand je parlais de mes efforts pour trouver des investisseurs, elle demandait « Et les banques ? Elles ne prêtent pas ?» Papa disait que si ton projet était vraiment solide, les banques te suivraient. Une question innocente en apparence, mais qui portait en elle le poids du jugement paternel, le sous-entendu que mon projet n'était peut-être pas si solide que ça. J'expliquais, je justifiais, je détaillais les complexités du financement des startups. Mais au fond de moi,
Je sentais que mes mots ne la convainquaient plus entièrement. La confiance était un puits profond, et les sots de son père puisaient dedans sans relâche. Les rendez-vous avec les investisseurs sont devenus une source de tension supplémentaire. Chaque échec, chaque refus, était un nouveau coup de marteau sur la carapace de sa patience. Encore un non, Marc ? Et combien de temps allons-nous tenir ? Son visage, autrefois rempli d'espoir, commençait à se parer d'une anxiété palpable, une anxiété que je croyais partagée, mais qui en réalité était l'écho de celle de son père. Je me sentais de plus en plus seul dans ma foi. Une solitude qui au début était juste une sensation, un voile fin, mais qui allait bientôt devenir une chape de plomb. Les week-ends, nos moments de détente étaient infiltrés par cette nouvelle dynamique. Nous allions parfois nous promener au parc de la Tête d'Or, main dans la main, mais la légèreté de nos conversations s'était envolée. Elle parlait de ses collègues qui achetaient des maisons, qui partaient en voyage exotique, des amis qui avaient des carrières tracées. Ce n'était pas de l'envie pure, mais une peur latente de manquer. Une peur que M. Dubois avait su inoculer et cultiver avec une rare maestria. Un soir, alors que je travaillais tard sur mon code, la lumière de mon écran se reflétant dans mes lunettes, elle s'est assise à côté de moi, le visage grave. « Marc, je t'aime, tu le sais. Mais je ne peux plus continuer comme ça. Cette incertitude, elle me ronge. Je vois papa, il est si stable, si serein. Ne pourrais-tu pas trouver un emploi plus sûr ? Le temps que ta start-up décolle, si elle décolle ? » La dernière partie de la phrase fut presque un murmure, chargé d'un doute si profond qu'il me transperça. Un emploi sûr, mon projet, ma passion. Mon rêve. Était-ce une demande, une suggestion ou déjà une exigence ? La confiance que j'avais placée en elle, l'idée qu'elle était ma coéquipière inconditionnelle, commençait à vaciller. C'était comme une fine toile d'araignée invisible qui se tissait autour de moi, m'isolant lentement. Je me suis levé de mon bureau, j'ai éteint les écrans, le cœur serré. Je l'ai prise dans mes bras. Mon amour, je comprends tes peurs, mais je suis si près du but, j'en suis certain. Il faut juste un peu plus de temps. Elle a enfoui son visage dans mon épaule et j'ai senti ses larmes chaudes sur mon t-shirt. Des larmes de peur, oui, mais aussi des larmes de trahison naissantes, sans que je puisse le concevoir alors. Je croyais la serrer, la rassurer. En réalité, je la laissais s'éloigner, insensible aux signes que mon monde était en train de se fissurer, patiemment, silencieusement, sous mes yeux aveuglés par l'amour et l'espoir. Les fissures étaient là, dans le ton de sa voix, dans le poids de ses silences, dans la résonance des mots de son père, et je n'y voyais qu'une surface miroitante d'inquiétude légitime. Mais ce n'était pas de l'inquiétude, c'était le début d'une rupture, le prélude à une trahison que je n'aurais jamais pu imaginer. Mon cœur était un vaisseau qui prenait l'eau, goutte après goutte, sans que le capitaine ne perçoive l'ampleur du naufrage à venir. Tu sais, Marc, il y a des rêves et il y a la réalité. La voix de M. Dubois, grasse et emplie de cette autosatisfaction que seule une fortune bâtie sur le dos d'autrui peut forger, résonnait dans le salon feutré de leur villa à l'ouest de Lyon. C'était un samedi soir, l'une de ces soirées familiales que je redoutais désormais autant qu'un rendez-vous chez le dentiste. Les odeurs de gibier et de vin grand cru s'entremêlaient, mais pour moi, elles sentaient le piège, l'encens brûlé sur l'autel du matérialisme. Sophie était assise à côté de moi, son regard glissant de son père à moi, une sorte de balai hésitant que je ne comprenais pas encore tout à fait. Elle ne me défendait plus avec la même ferveur. Ses yeux disaient « Papa a peut-être raison ». Et cela, spectateur, ça commence à ronger l'âme, n'est-ce pas ? Quand la première ligne de défense, la personne censée être ton roc, commence à s'éroder sous l'assaut de l'ennemi. Je te propose un marché, Marc. Laisse tomber tes petites lignes de code.
Je t'offre un poste de direction dans ma filiale logistique. Salaire confortable, voiture de fonction, toutes les assurances. Tu aurais enfin une vie digne de ce nom. Une vie où Sophie n'aurait pas à s'inquiéter du prochain repas. Il avait jeté ça sur la table, comme un os à un chien affamé, sa main écartant un peu son verre de Bordeaux pour mieux voir ma réaction. Le mot « minable » n'avait pas été prononcé, mais il flottait dans l'air, lourd comme un couperet. Qu'aurais-tu fait ? Aurais-tu senti la brûlure de l'humiliation, ce dédain à peine voilé pour tout ce que tu avais construit avec tes mains et ton esprit ? Ou aurais-tu vu la sécurité qu'il brandissait comme une arme ? J'ai regardé Sophie. Son visage était tendu, ses lèvres minces. Elle n'a rien dit. Pas un regard de soutien, pas un mot de réconfort. Un silence assourdissant qui valait toutes les trahisons du monde. C'est à ce moment-là que j'ai compris que la pression de M. Dubois ne se limitait plus aux repas dominicaux où il dépeignait mon projet comme une lubie d'adolescent. Non. Elle était devenue une force omniprésente, un étau qui serrait lentement le cou de notre couple. Il ne me proposait pas un travail, il me proposait une sortie de scène, un exil doré pour que sa fille puisse enfin retrouver son rang. C'était un achat, ni plus ni moins. Mais le prix n'était pas mon temps ou mes compétences, c'était mon rêve. Et qu'est-ce qu'un homme sans ses rêves, n'est-ce pas ? Un vaisseau sans voile, à la dérive. Monsieur Dubois, avais-je répondu, ma voix plus calme que je ne le pensais. Nexus IA n'est pas une lubie. C'est le fruit de 10 ans de travail, d'une passion dévorante. Et je crois en ce que nous faisons. Le nous. Je l'avais prononcé avec une pointe de défi, incluant Sophie dans mon projet, espérant qu'elle se souvienne de nos discussions nocturnes, de ses encouragements initiaux, de cette époque où elle me disait être fière de moi. Mais elle a détourné le regard, fixant les flammes dans la cheminée, comme si mes mots n'étaient que cendres. Son silence était en aveu, un vote pour le camp de son père. Les semaines qui suivirent furent une lente érosion. Le matin, au lieu de son habituel « Bon courage, mon amour », je recevais des questions. « Tu as des nouvelles des investisseurs ? Est-ce que tu penses vraiment que ça va décoller un jour ?» Des questions qui sonnaient creux, vidées de leur bienveillance, chargées d'une anxiété qui n'était pas entièrement la sienne. C'était l'anxiété de son père, distillée goutte à goutte dans son esprit, comme un poison lent mais efficace. « J'ai parlé à papa hier soir », disait-elle un jour. « Il pense que tu devrais revoir ton business plan. Il trouve que ton modèle de monétisation est fragile. » Fragile. C'était le mot de son père, reconnaissable entre mille. Ce n'était plus Sophie qui parlait, c'était l'écho de M. Dubois, résonnant dans notre appartement, dans mon propre foyer. Qu'est-ce qu'un foyer d'ailleurs, quand la personne qui y vit avec toi, celle qui partage ton lit, tes repas, tes confidences, devient la voix de ton adversaire ? Les murs de notre appartement, autrefois témoins silencieux de nos rires et de nos projets, commençaient à se faire lourds, oppressants. Le silence de Sophie était une prison, ses mots devenaient les barreaux. Connais-tu ce sentiment où l'air se raréfie autour de toi, où chaque interaction, même la plus anodine, te vide de ton énergie ? C'est ce que je ressentais. Les petites joies quotidiennes, comme le café du matin ou le partage d'un plat fait maison, se teintaient d'une amertume grandissante. Un soir, j'étais plongé dans un problème de code particulièrement retors. Nexus IA venait de finaliser une itération cruciale de son algorithme de prédiction, un pas de géant qui, je le savais, allait nous démarquer de toute la concurrence. La seule chose qui nous manquait, c'était cette injection de capital pour passer à l'échelle. J'étais épuisé, mais l'excitation me tenait. On y est presque, Sophie, avais-je dit en levant les yeux de mon écran, le cœur battant d'espoir. Cet algorithme, il va changer la donne. On est sur le point de valider un prototype avec une entreprise technologique majeure. Si ça marche, c'est le jackpot. J'avais besoin de partager cette lueur, ce minuscule faisceau d'espoir dans le tunnel.
J'avais besoin d'elle. Elle était assise sur le canapé, affairée sur son téléphone, son visage éclairé par l'écran. Elle a levé les yeux, un sourire forcé aux lèvres. « Oh, c'est super, Marc. Mais tu sais, presque et sur le point de, ça ne paie pas le loyer. Et tu sais, papa disait que si votre technologie est si révolutionnaire, pourquoi n'avez-vous pas déjà des centaines de millions? C'est peut-être qu'elle n'est pas si révolutionnaire que ça, hein ?» Le coup était parti, direct, sans sommation. Mon enthousiasme s'est brisé net, comme un verre tombant sur du carrelage. La cruauté de la remarque, le venin distillé par son père, m'a glacé le sang. Elle ne me posait pas une question, elle m'assénait un jugement, celui de son père. C'était la première fois que je la voyais endosser ce rôle d'instrument avec une telle clarté. Elle ne se contentait plus de douter, elle minait activement ma confiance, nos fondations. Et ce qui me rongeait le plus, c'était cette pensée insidieuse. Avait-elle partagé des détails de notre prototype, des informations que seuls quelques-uns et elle connaissaient? La question était là, flottant dans l'air, insoutenable. Mon cœur se serrait. Elle, ma Sophie, l'aurait-elle fait? La réponse, à ce moment-là, était trop douloureuse pour être envisagée. L'amour a cette capacité perverse de nous aveugler, de nous faire chercher des excuses là où il n'y a que des faits bruts. Puis, il y a eu cette réunion avec un investisseur potentiel, un fonds de capital risque basé à Paris. J'avais préparé ma présentation pendant des semaines, perfectionnant chaque slide, chaque phrase. C'était une opportunité en or. Juste avant le grand jour, j'avais longuement discuté avec Sophie de nos chiffres, de notre stratégie de développement, des arguments clés. Je lui avais même montré un graphique comparatif des performances de notre algorithme face à la concurrence. Un graphique confidentiel, le joyau de notre travail. Elle avait écouté, l'air concentré, me posant des questions pertinentes. J'avais alors pensé qu'elle était enfin redevenue ma partenaire, ma confidente. Quelle naïveté, n'est-ce pas? La réunion s'était déroulée étrangement. L'investisseur, un homme d'affaires aguerri du nom de Monsieur Bertrand, semblait étrangement familier avec certains de nos points faibles, des vulnérabilités que j'avais décelées moi-même, mais que je n'avais partagées qu'avec Sophie et mon équipe restreinte. Votre modèle de monétisation, Marc, est en effet, comme je l'ai compris, quelque peu ambitieux, compte tenu de l'échelle actuelle de votre infrastructure. Et votre avantage concurrentiel, basé sur la rapidité de traitement de votre IA, est un atout. Mais n'est-il pas vulnérable à une attaque plus large, de la part d'un géant du secteur? Ces mots étaient une copie quasi conforme des critiques de Monsieur Dubois. Mon sang n'a fait qu'un tour. Comment pouvait-il le savoir? Ces points, je les avais évoqués avec Sophie le week-end précédent, alors que nous étions seuls à la maison, dans l'intimité de notre cuisine. Mon estomac s'est tordu. Une sourde douleur a commencé à s'installer dans ma poitrine. C'était comme si une araignée, tissant sa toile, avait jeté ses premiers fils dans mon cerveau, reliant Sophie à son père, et son père à cet investisseur. J'ai confronté Sophie ce soir-là, ma voix chargée d'une angoisse à peine contenue. « Sophie, as-tu parlé de mes discussions avec l'investisseur à ton père? Ou même de nos stratégies? De nos faiblesses? » Elle a levé les yeux de son livre, l'air innocent. « Mais non, Marc, qu'est-ce que tu racontes? Je ne trahirai jamais ta confiance. Je suis juste inquiète pour toi, pour nous. Papa s'inquiète aussi, c'est normal. Il veut le meilleur pour moi, pour nous. » Son déni était trop véhément, trop immédiat. Et puis, ce petit détail. Il veut le meilleur pour moi, pour nous. Dans cette phrase, le « moi » était passé avant le « nous ». Une faille, un indice. Mon Dieu, j'étais en train de me noyer dans le déni, n'est-ce pas? Je refusais de voir l'évidence. J'étais le poisson qui refuse de croire à l'hameçon, même quand il est déjà piqué. Les jours se sont étirés en semaines, lourds de soupçons et de non-dits. L'ambiance à la maison était devenue suffocante. Chaque silence était un reproche, chaque regard une question.
Je travaillais plus que jamais, me réfugiant dans le code, dans la certitude mathématique de ma création, pour échapper au chaos émotionnel qui dévorait ma vie personnelle. C'est fou comme l'esprit humain peut s'accrocher à une once d'espoir, même quand tout s'effondre autour. Je voulais croire que Sophie était manipulée, qu'elle ne comprenait pas la portée de ses actes. Mais au fond de moi, une autre voix, plus froide, plus lucide, me chuchotait la vérité. Elle avait choisi. Elle avait choisi la sécurité financière de son père au détriment de mon rêve, de notre amour. Elle avait choisi la facilité. Monsieur Dubois, lui, ne relâchait pas la pression. Ses appels étaient devenus plus fréquents, ses propositions plus concrètes. Marc, je te fais une offre sérieuse. Un poste à responsabilité, un salaire à 6 chiffres dès la première année, et si tu lances ta petite idée de start-up à l'intérieur de mon groupe, je peux même te donner quelque part. Mais la propriété intellectuelle, ce serait au groupe, et tu serais sous ma direction. Il me proposait de devenir son pantin, de vendre mon âme pour un salaire confortable. Il voulait que je l'admire, que je le respecte, que je reconnaisse sa supériorité. Mais comment respecter quelqu'un qui s'acharne à détruire tout ce qui compte pour toi ? Un après-midi, alors que je finissais un appel important avec un collaborateur, j'ai entendu la voix de Sophie depuis l'autre pièce. Elle ne se doutait pas que j'étais rentré plus tôt. Elle parlait au téléphone et sa voix était tendue, presque suppliante. « Oui, papa, je sais. Je lui ai dit exactement ce que tu voulais. Il est têtu, tu sais. » Une pause. « Non, il ne se doute de rien. Enfin, je crois. » J'ai bien insisté sur le fait que son modèle de données pour l'optimisation logistique est trop gourmand en ressources. Mon sang s'est glacé dans mes veines. L'optimisation logistique. Le cœur même de notre algorithme. L'un de nos secrets les mieux gardés. Le détail que je n'avais partagé qu'avec elle, une nuit, en lui expliquant la complexité de notre approche. J'ai lâché le sac que je tenais. Le bruit a été infime, mais suffisant pour qu'elle interrompe sa conversation. J'ai entendu un petit cri étouffé, puis le bruit de son téléphone raccroché. Quand je suis entré dans le salon, elle était là, le visage livide, le téléphone encore à la main. Ses yeux écarquillés me fixaient, un mélange de peur et de culpabilité. « Sophie, ma voix était rauque, étrangère. Tu parlais à qui? Et de quoi? » Elle a bégayé. « Je parlais à maman, ma chérie. On parlait des vacances. » Le mensonge. Un mensonge si grossier qu'il était une insulte. Mon cœur, que je croyais déjà brisé, s'est fendu un peu plus. Les fissures silencieuses étaient devenues des crevasses béantes. C'était donc ça. Elle ne m'avait pas seulement trahi, elle m'avait menti, en face, les yeux dans les yeux, après m'avoir poignardé dans le dos. Ne me mens pas, Sophie. J'ai tout entendu. Tu parlais à ton père, et tu lui as donné des informations sur Nexus IA. Des informations confidentielles. Son visage s'est décomposé. La peur a laissé place à une colère soudaine, une défense instinctive. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Papa s'inquiète pour nous. Il voit que tu vas droit dans le mur avec tes histoires de programmeur. Il veut juste m'assurer un avenir, un vrai avenir, pas cette incertitude permanente. Tu ne gagnes rien, Marc, rien. On vit dans un appartement où la moindre panne nous met à découvert. Les mots fusaient, crachés comme du venin. Ce n'était plus l'écho de son père. C'était sa propre voix, amplifiée par la peur et la honte, déchargeant toute la frustration qu'elle avait accumulée, ou plutôt que son père avait cultivée en elle. Elle avait choisi, vraiment choisi. Le silence est retombé, lourd, assourdissant. Un silence que je n'avais jamais connu, celui qui précède une catastrophe, un effondrement. Je l'ai regardée, cette femme que j'avais aimée plus que tout, avec qui j'avais rêvé, bâti un foyer. Et je n'ai vu qu'une étrangère,
une marionnette manipulée, une complice. L'incertitude, ai-je murmuré, les yeux fixés sur elle, mon âme en lambeaux. C'est ça notre amour, Sophie? Un concept dont tu n'as pas voulu l'incertitude? Elle n'a pas répondu. Elle a juste détourné le regard, ses épaules tremblantes. À cet instant précis, j'ai su que tout était fini, que Nexus IA, mon rêve, ma passion, était devenu le marteau qui avait brisé notre couple, et que la main qui tenait ce marteau n'était pas seulement celle de Monsieur Dubois, mais aussi, et c'est ça qui fait le plus mal, celle de Sophie. La solitude m'a enveloppé, une solitude glaciale et implacable, celle de l'homme qui découvre qu'il est seul au milieu de son propre champ de ruines. Le vent de la trahison avait balayé les cendres de mon amour, et j'étais là, debout, seul face à l'abîme. Alors tu vois, après cette conversation glaciale, cette confrontation où Sophie avait finalement laissé tomber son masque de femme inquiète pour celui d'une femme effrayée par la précarité et par l'ombre de son père, j'ai senti une certitude m'envahir. Une certitude froide, implacable, celle que quelque chose d'irréparable venait de se briser en moi. Le voile qui recouvrait mes yeux depuis des mois, peut-être des années, venait de s'arracher, et la lumière crue de la vérité me brûlait la rétine. Je me suis senti comme un funambule qui, après avoir marché sur un fil pendant des kilomètres, voit soudain ce fil se dissoudre en poussière devant lui. Il n'y avait plus de retour possible. Le fil était coupé, et la chute était imminente, inévitable. L'invitation de Monsieur Dubois pour une discussion franche est arrivée le lendemain, portée par un ton qui ne laissait aucune place au refus. Un message vocal sur mon téléphone, sa voix grave et autoritaire, résonnant comme un jugement sans appel. « Marc, venez me voir à mon bureau demain, à 15h. Sophie sera là. Nous devons clarifier les choses, définitivement. » Il n'y avait pas de question, juste un ordre. Un ordre qu'un gendre aurait dû respecter, mais que l'homme que j'étais devenu, blessé et désabusé, ne pouvait plus qu'affronter. C'était la confrontation finale, je le savais, la dernière étape de ce chemin de croix qu'était devenue ma vie conjugale et professionnelle. J'ai passé la nuit à fixer le plafond, les yeux grands ouverts, le silence de l'appartement assourdissant. Sophie, elle, avait tourné le dos, son corps tendu comme une corde de violon prête à se rompre. Aucune parole n'avait été échangée depuis l'aveu de sa peur et de ses trahisons. Le vide entre nous était devenu un gouffre. Connais-tu ce sentiment où l'on dort à côté de l'être aimé, mais où l'on se sent plus seul que jamais? Où le corps de l'autre n'est plus qu'une silhouette étrangère dans l'obscurité? C'était ma réalité. Mes pensées tournoyaient, des souvenirs doux de nos débuts aux épines douloureuses des derniers mois. Chaque bribe de conversation avec Monsieur Dubois, chaque question insidieuse de Sophie, chaque doute instillé, tout prenait un sens nouveau, un sens cruel et définitif. Nexus IA, ma fierté, mon œuvre, n'était plus qu'un pion sur l'échiquier d'un jeu de pouvoir familial. Le lendemain, l'air était lourd, d'une moiteur qui ne venait pas de l'extérieur, mais de la tension palpable qui m'habitait. J'ai enfilé mes vêtements les plus simples, un jean et un t-shirt, une sorte de défi silencieux à l'opulence qu'incarnait Monsieur Dubois. Pas de costume, pas de cravate pour cette exécution. J'ai pris ma vieille Honda Civic, son moteur ronronnant comme un murmure familier dans cette tempête intérieure, et j'ai roulé vers le quartier des affaires. Les immeubles de verre et d'acier se dressaient, froids et impersonnels, reflétant un ciel gris et menaçant. C'était le décor parfait pour la fin de mon histoire, pensais-je avec une amère ironie. Le siège social de l'Empire Dubois était une forteresse de marbre et de chrome. En montant dans l'ascenseur silencieux, j'ai senti mon cœur battre la chamade, non pas de peur, mais d'une étrange combinaison de colère et de lassitude. J'étais épuisé de ce combat, de cette lutte pour ma dignité. Lorsque j'ai franchi la porte du bureau de Monsieur Dubois, l'atmosphère m'a frappé comme une claque. La pièce était immense,
avec une vue panoramique sur la ville qui semblait s'incliner devant lui. Des meubles lourds, des œuvres d'art abstraites au mur, une odeur de cuir neuf et de pouvoir. Sophie était déjà là, assise sur un canapé en cuir noir, les mains serrées l'une contre l'autre. Elle portait une robe élégante, et son visage était impassible, ou du moins, elle s'efforçait de l'être. Elle n'a pas levé les yeux vers moi quand je suis entré. Pas un mot, pas un regard. Juste le silence accusateur de sa présence. Monsieur Dubois, lui, était debout derrière son gigantesque bureau en bois sombre, tel un juge devant son prévenu. Son costume sur mesure épousait parfaitement sa stature imposante, et son regard, perçant et glacial, me transperçait. Il n'y avait pas la moindre once de chaleur, de compassion, ou même de reconnaissance pour les années que j'avais passées à ses côtés, à aimer sa fille. Juste une froide détermination. « Asseyez-vous, Marc, a-t-il dit, d'une voix grave qui ne tolérait aucune réplique. Le ton n'était pas celui d'un beau-père, mais celui d'un PDG s'adressant à un employé récalcitrant. Je me suis assis sur une chaise inconfortable en face de son bureau, sentant mes muscles se tendre. J'étais prêt. Prêt à tout entendre, prêt à en finir. J'ai croisé les bras, une posture de défense involontaire. « Bien, Marc, a-t-il commencé, sans détourner le regard. Soyons clairs. Nous en sommes là. Sophie est ma fille. Et comme tout père, je veux le meilleur pour elle. Le meilleur signifie la stabilité, la sécurité, un avenir sans incertitude. Des choses que votre entreprise ne peut pas lui offrir. » Le mot « entreprise » était prononcé avec une moue de dégoût, comme s'il s'agissait d'une insulte. J'ai tout essayé. Je vous ai proposé un poste chez moi. J'ai essayé de vous raisonner. Mais vous êtes obstiné, aveuglé par un rêve puéril. Il a marqué une pause, sa main se posant sur un carnet en cuir posé sur son bureau. Ses doigts étaient épais, bagués d'une chevalière dorée qui brillait sous la lumière artificielle. Sophie m'a parlé. Elle est terrifiée. Terrifiée de ce que l'avenir pourrait lui réserver avec vous et votre Nexus IA. Elle a peur de la précarité. Et je la comprends parfaitement. Elle a grandi dans le confort, Marc. Elle ne peut pas vivre avec les miettes de vos espoirs. À ce moment-là, Sophie a enfin levé les yeux. Nos regards se sont croisés un instant. J'ai cherché une étincelle de regret, de douleur, de complicité passée. Mais je n'ai vu que de la peur. De la peur et une sorte de résignation coupable. Elle a baissé les yeux aussitôt, confirmant ainsi, d'un geste silencieux, chacune des paroles de son père. Le coup était rude. Plus que les mots de Dubois, c'était le silence et l'acquiescement de Sophie qui me déchiraient. J'ai senti mon cœur se serrer, un pincement douloureux qui annonçait une déchirure profonde. Je n'ai qu'une seule préoccupation, le bonheur de ma fille, a repris Monsieur Dubois, sa voix plus dure encore. Et ce bonheur ne sera pas avec vous tant que vous vous accrocherez à cette chimère. J'ai pris ma décision. Il a alors ouvert le carnet en cuir. Mes yeux ont suivi ses mouvements, curieux, mais déjà là. Il a sorti un stylo Montblanc et d'un geste ample et assuré, a signé un document. Puis il a déchiré un chèque de son carnet et a écrit une somme. Mon regard s'est posé sur le chèque. Le chiffre était clair, net. 10 000 €. Une somme dérisoire pour la vie d'un homme, pour un rêve, pour un mariage. C'était le prix qu'il mettait sur mon départ, le prix qu'il mettait sur ma dignité. Il a relevé la tête, son regard se plantant à nouveau dans le mien. Il y avait de la pitié dans ses yeux, mais une pitié méprisante, celle du vainqueur pour le vaincu. « Tenez, Marc, » a-t-il dit, en faisant glisser le chèque sur la surface polie de son bureau. Il a traversé la table pour arriver juste devant moi.
un bout de papier insignifiant, mais lourd de tout un monde. 10 000 euros. C'est pour vous aider à repartir. Un petit coup de pouce. Prenez-le. Et disparaissez. Laissez ma fille tranquille. Laissez-la vivre la vie qu'elle mérite. Le chèque était là. Une offense imprimée. Un sceau sur mon échec. 10 000 euros. C'était moins que ce que j'avais dépensé en café et en nuit blanche pour construire Nexus IA. C'était une insulte, une humiliation publique. J'ai senti une chaleur monter en moi, une rage silencieuse qui menaçait de tout consumer. Qu'aurais-tu fait à ma place? Aurais-tu ramassé ce chèque? Aurais-tu explosé de rage? Mon sang bouillonnait, mais étrangement, une sorte de calme froid s'est aussi installé. Un calme dangereux. Mon regard est resté fixé sur le chèque, puis j'ai levé les yeux vers Monsieur Dubois. Son visage était un mélange de triomphe et d'ennui, comme si cette formalité était enfin réglée. Il avait gagné. Il avait brisé l'homme qu'il considérait comme indigne de sa fille. J'ai ensuite jeté un coup d'œil à Sophie. Elle était toujours figée, les yeux rivés sur le sol, comme si elle espérait que la terre l'engloutisse. Le chèque, jeté là comme une aumône, était le symbole de sa trahison. Elle avait laissé son père me le jeter à la figure. Elle avait laissé son père me chasser de sa vie, de leur vie. À cet instant précis, un son familier a percé le silence tendu du bureau. La télévision, allumée en sourdine dans un coin de la pièce, avait soudain augmenté de volume, attirant involontairement l'attention. C'était une chaîne d'informations économiques, celle que M. Dubois avait l'habitude de laisser tourner en fond sonore. Une présentatrice, la voix pleine d'une excitation à peine contenue, est apparue à l'écran, avec un bandeau rouge Flash Info qui défilait en bas de l'écran. « Mesdames et messieurs, breaking news de dernière minute qui vient de tomber dans le monde de la tech », a-t-elle annoncé, un sourire éclatant. Google vient d'annoncer, il y a quelques instants, l'acquisition majeure d'une start-up française encore peu connue du grand public. Mes yeux se sont involontairement tournés vers l'écran. Mon sang s'est glacé. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Start-up française? Peu connue? Un frisson m'a parcouru. C'était une coïncidence. Ça devait l'être. Mais ma curiosité était piquée au vif. Un espoir fou commençait à germer dans mon esprit engourdi par l'humiliation. Monsieur Dubois, lui, s'était détourné de moi un instant, légèrement agacé par l'interruption, son regard s'étant porté vers l'écran par réflexe professionnel. Sophie, elle aussi, avait levé la tête, ses yeux fixés sur l'écran, peut-être cherchant une diversion à sa propre misère. La présentatrice a poursuivi, sa voix montant d'un cran. L'entreprise californienne a conclu un accord pour acquérir Nexus IA, une pépite française spécialisée dans l'intelligence artificielle conversationnelle et l'analyse prédictive pour la gestion de données complexes. Nexus IA. Mon nom. Le nom de mon bébé. Le nom de mon rêve, jeté au rebut par l'homme assis devant moi. Un silence s'est fait dans le bureau. Un silence lourd, irréel, où seul le son de la télévision résonnait. Mon regard est passé de l'écran à Monsieur Dubois. Son visage, quelques secondes auparavant plein d'arrogance, était en train de se décomposer. Ses yeux s'étaient écarquillés, son teint virait au gris cendre. L'acquisition est estimée à une valeur astronomique, a continué la présentatrice, les chiffres clignotant à l'écran avec une emphase dramatique. Google débourserait la somme de 2 milliards de dollars pour cette technologie révolutionnaire. 2 milliards de dollars. Le monde a cessé de tourner. La somme a claqué dans l'air comme un coup de fusil. 2 milliards. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une blague. C'était réel. C'était ma réalité. Le chèque de 10 000 euros posé sur le bureau, à quelques centimètres de moi, semblait soudain obscènement dérisoire.
un jouet d'enfant à côté d'une montagne d'or. Monsieur Dubois a reculé d'un pas. Sa main s'est posée lourdement sur son bureau comme pour chercher un appui. Son visage était livide. Sa mâchoire s'est décrochée. Les mots de la présentatrice semblaient résonner en boucle dans le bureau, amplifiés, moqueurs. Les chiffres, les dates, le nom de ma start-up, tout était là, indubitable, imparable. C'était officiel. Il avait jeté un chèque de 10 000 € à un homme qui venait de vendre son entreprise pour 2 milliards de dollars. L'ironie de la situation était si monumentale, si écrasante, qu'elle en était presque comique. Ses yeux, d'abord rivés sur l'écran, se sont lentement tournés vers moi. Ils étaient pleins d'une incrédulité sidérée, d'un choc violent qui avait pulvérisé toute son assurance. Il a bégayé, cherchant des mots, mais aucun son ne sortait de sa gorge. Sa respiration s'est faite courte, saccadée. J'ai vu la sueur perler sur son front. L'homme puissant, l'industriel arrogant, l'oracle financier, était en train de s'effondrer sous mes yeux. Pas physiquement, pas encore, mais son monde, sa certitude d'avoir toujours raison, sa conception de la valeur et du succès, venait de s'écrouler. Il était le roi nu. Puis, il a chancelé. Son corps massif a vacillé. Il a porté une main à son cœur, ses traits tirés par une douleur fulgurante, ou peut-être une honte si intense qu'elle lui tordait les entrailles. Il est tombé lourdement sur sa chaise de bureau, sa tête s'est renversée en arrière. Un bruit sourd. Le roi était à terre. Sophie, qui avait observé la scène, les yeux rivés sur l'écran puis sur son père, a poussé un petit cri étouffé. Son visage était blanc comme un linge. Je l'ai vu se lever d'un bond, le regard partagé entre son père qui suffoquait et moi, qui restais là, debout, impassible. Ses yeux étaient maintenant remplis d'un mélange de terreur, de regret et d'une réalisation aussi brutale que la mienne. Pour moi, le monde s'est arrêté un instant. 2 milliards de dollars. Ce chiffre, symbole de la plus grande victoire professionnelle de ma vie, était étrangement teinté d'une amertume infinie. La validation externe était totale, écrasante, mais la joie était absente. Mon cœur n'a pas exulté, il s'est simplement brisé davantage. Cette victoire, ce triomphe, arrivait au moment le plus sombre de ma vie personnelle. C'était un cadeau empoisonné. J'ai regardé Monsieur Dubois, affalé, vaincu. Puis mon regard s'est posé sur Sophie, debout, tremblante. Les masques étaient tombés. Toutes les justifications, toutes les peurs qu'elle avait invoquées, s'étaient volatilisées dans l'onde de choc de cette annonce. Elle n'avait pas seulement manqué de me soutenir, elle avait activement œuvré contre moi, révélant mes confidences, amplifiant les doutes de son père et se faisant l'instrument de mon humiliation. Elle avait choisi la sécurité matérielle, le confort de l'argent facile, la peur de l'incertitude, au détriment de l'amour, de la confiance et d'un rêve partagé. Elle avait mis le feu à notre maison. La douloureuse vérité sur notre relation m'a frappé avec la force d'un marteau. Notre amour, notre mariage, n'était pas bâti sur le sable, mais sur une fondation encore plus fragile. La dépendance financière et l'approbation de son père. Quand cette fondation s'était fissurée, Sophie s'était effondrée, emportant tout avec elle. C'était ça notre histoire, une trahison calculée par son père, consentie et même activement soutenue par elle. Je n'ai rien dit. Les mots m'auraient paru ridicules, inutiles. J'ai regardé le chèque de 10 000 € sur le bureau. Je l'ai soulevé doucement entre mes doigts, le déchirant lentement, méthodiquement, en petits morceaux que j'ai laissés tomber comme des confettis sur le tapis immaculé du bureau. C'était ma seule réponse. Mon adieu silencieux à son argent, à son monde, à son pouvoir illusoire. Puis j'ai fait demi-tour.
sans un mot, sans un regard supplémentaire pour Sophie, qui me fixait avec des yeux implorants. Sans une victoire tapageuse, juste un départ. J'ai ouvert la porte du bureau, l'air de la climatisation me frappant le visage, et je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu Sophie appeler mon nom, sa voix brisée par les sanglots. Mais je n'ai pas tourné la tête. Il n'y avait plus rien à dire, plus rien à faire. La page était tournée, le chapitre était clos. Mon cœur était lourd, d'une tristesse abyssale, mais une étrange légèreté m'a aussi envahi. Le poids de la trahison, de l'humiliation, du doute, s'était envolé. J'étais libre. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon irréel. Le monde entier parlait de Nexusia, de cette petite start-up française qui avait défié les géants. Mon téléphone sonnait sans cesse. Journalistes, investisseurs, anciens amis, tous voulaient leur part de l'histoire, de la gloire. J'étais devenu milliardaire du jour au lendemain. Mais cette nouvelle richesse, cette reconnaissance mondiale, avait un goût étrange, un peu métallique, amer. Je me suis retrouvé seul dans mon appartement, les valises de Sophie ayant disparu sans un mot. Le vide était assourdissant. J'avais tout gagné professionnellement, mais j'avais tout perdu personnellement. La solitude, auparavant une compagne occasionnelle de mes nuits de codage, était devenue une ombre constante, lourde, suffocante. Qu'est-ce que valaient ces milliards face à ce silence ? Connais-tu ce poids, cette sensation d'avoir tout gagné, mais d'avoir tout perdu à la fois ? C'est une expérience étrange, où le monde extérieur célèbre votre succès, tandis que votre monde intérieur s'écroule en silence. J'ai dû m'occuper des détails de l'acquisition, des avocats, des papiers, des interviews. J'ai déménagé dans un appartement plus grand, plus lumineux, mais il semblait encore plus vide sans la présence de Sophie. Le luxe, le confort, tout était là, mais la chaleur humaine, l'intimité, le rire complice, tout cela avait disparu. J'essayais de me reconstruire, pièce par pièce. J'ai voyagé, j'ai exploré, j'ai investi dans d'autres projets, cherchant un nouveau sens, une nouvelle passion pour combler ce vide béant. Mais la cicatrice de la trahison de Sophie est restée. C'est une marque invisible, mais profonde, qui a changé ma perception de l'amour, de la confiance. Comment se relève-t-on d'une trahison aussi profonde ? Comment fait-on pour ouvrir à nouveau son cœur après avoir été déchiré en lambeaux ? C'est un chemin long et difficile, semé de doutes, de peurs, de souvenirs qui ressurgissent sans crier gare. J'ai appris à vivre avec, à construire autour, à pardonner, non pas pour eux, mais pour moi, pour pouvoir avancer. L'argent ne rachète pas le temps perdu, ni la confiance brisée, ni le chagrin d'un amour qui aurait pu être. Il peut ouvrir des portes, offrir des opportunités, mais il ne peut pas panser les blessures de l'âme. J'ai appris que la vraie richesse ne se mesure pas en chiffres sur un compte en banque, mais dans la solidité des liens que l'on tisse, dans la pureté des intentions, dans la loyauté de ceux qui nous entourent. Mon histoire, tu vois, celle de Marc, le programmeur idéaliste devenu milliardaire après avoir été humilié, n'est pas juste une anecdote improbable. C'est une fable moderne sur la résilience, la force de la conviction, mais aussi sur la fragilité des relations humaines face aux pressions extérieures et aux démons intérieurs. Cette histoire aurait pu arriver n'importe où, à n'importe qui d'entre nous. Il suffit d'un instant pour que tout bascule, qu'une vérité se révèle, qu'un masque tombe. Elle nous rappelle que parfois, ceux qui nous sont les plus proches peuvent aussi être ceux qui nous poignardent le plus profondément. Elle nous interroge sur ce que nous valorisons vraiment. L'argent et la sécurité matérielle, ou la confiance, l'intégrité et la poursuite de nos rêves, même face à l'adversité.
Que ferais-tu si tout ton monde s'effondrait autour de toi, juste au moment où le plus grand succès frappe à ta porte? Comment réagirais-tu? Je te partage mon vécu non pas pour te donner des leçons, mais pour te faire réfléchir. Pour te dire que derrière chaque façade, derrière chaque relation, il y a des failles, des doutes, des non-dits. Fais attention à ces fissures silencieuses. Prends soin de ceux qui te soutiennent, vraiment. Et n'abandonne jamais ton rêve, même quand le monde entier, même quand ceux que tu aimes, te disent qu'il est minable. Car parfois, la plus grande des victoires arrive au moment le plus inattendu, et elle expose au grand jour les vraies valeurs de ceux qui t'entourent. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. As-tu déjà vécu une trahison similaire? Comment t'en es-tu remis? Partage ton histoire, ton ressenti. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour plus de récits comme le mien. Et n'oublie jamais, la lumière finit toujours par percer l'obscurité, même quand tout semble perdu. Mais elle révèle parfois des vérités douloureuses.